Comment la vie construit-elle donc ces lignes de force dont nous vivons? De quels événements secrets sont donc pétries les tendresses particulières et à travers elles l'amour du pays? Les miracles véritables, qu'ils font peu de bruit. Les événements essentiels, qu'ils sont simples. Sur l'instant que je veux raconter, il est si peu à dire qu'il me faut le revivre en rêve et parler à cet ami. C'était par une journée d'avant-guerre, sur les bords de la Saône, du côté de Tournu. Nous avions choisi pour déjeuner un restaurant dont le balcon de planches surplombait la rivière. Accoudés à une table toute simple, gravée au couteau par les clients, nous avions commandé 2 pernots. Ton médecin t'interdisait l'alcool, mais tu trichais dans les grandes occasions. C'en était une. Nous ne savions pourquoi, mais c'en était une. Ce qui nous réjouissait était plus impalpable que la qualité de la lumière. Tu avais donc décidé ce pernod des grandes occasions. Et, comme de mariniers à quelques pas de nous déchargeaient un chaland, nous avons invité les mariniers. Nous les avons hélés du haut du balcon, et ils sont venus. Ils sont venus, tout simplement. Nous avions trouvé si naturel d'inviter des copains, à cause peut-être de cette invisible fête en nous. Il était tellement évident qu'ils répondraient au signe. Nous avons donc trinqué. Le soleil était bon. Son miel tiède baignait les peupliers de l'autre berge et la plaine jusqu'à l'horizon. Nous étions de plus en plus gais, toujours sans connaître pourquoi. Le soleil rassurait de bien éclairer, le fleuve de couler, le repas d'être le repas, les mariniers d'avoir répondu à l'appel, la servante de nous servir avec une sorte de gentillesse heureuse, comme si elle eût présidé une fête éternelle. Nous étions pleinement en paix, bien insérés, à l'abri du désordre, dans une civilisation définitive. Nous goûtions une sorte d'état parfait où, tous les souhaits étant exaucés, nous n'avions plus rien à nous confier. Nous nous sentions purs, droits, lumineux et indulgents. Nous n'eussions pas su dire quelle vérité nous apparaissait dans son évidence, mais le sentiment qui nous dominait était bien celui de la certitude, d'une certitude presque orgueilleuse. Ainsi, l'univers, à travers nous, prouvait sa bonne volonté. La condensation des nébuleuses, le durcissement des planètes, la formation des premiers amibes, le travail gigantesque de la vie qui achemina l'amibe jusqu'à l'homme, tout avait convergé heureusement pour aboutir à travers nous à cette qualité du plaisir. Ce n'était pas si mal comme réussite. Ainsi savourions-nous cette entente muette et ces rites presque religieux. Bercés par le va-et-vient de la servante sacerdotale, les mariniers et nous trinquions comme les fidèles d'une même église, bien que nous n'eussions su dire laquelle. L'un des 2 mariniers était hollandais, l'autre allemand. Celui-ci avait autrefois fui le nazisme, poursuivi qu'il était là-bas comme communiste, ou comme trotskiste, ou comme catholique, ou comme juif. Je ne me souviens plus de l'étiquette au nom de laquelle l'homme était proscrit. Mais à cet instant-là, le marinier était bien autre chose qu'une étiquette. C'est le contenu qui comptait, la pâte humaine. Il était un ami, tout simplement, et nous étions d'accord, entre amis. Tu étais d'accord, j'étais d'accord, les mariniers et la servante étaient d'accord. D'accord sur quoi? Sur le pernod? Sur la signification de la vie? Sur la douceur de la journée? Nous n'eussions pas su non plus le dire. Mais cet accord était si plein, si solidement établi en profondeur, il portait sur une Bible si évidente dans sa substance, bien qu'informulable par les mots, que nous eussions volontiers accepté de fortifier ce pavillon, d'y soutenir un siège et d'y mourir derrière les mitrailleuses pour sauver cette substance-là. Quelle substance? C'est bien ici qu'il est difficile de s'exprimer. Je risque de ne capturer que des reflets, non l'essentiel. Les mots insuffisants laisseront fuir ma vérité. Je serais obscur si je prétends que nous aurions aisément combattu pour sauver une certaine qualité du sourire des mariniers, et de ton sourire, et de mon sourire,
et du sourire de la servante. Un certain miracle de ce soleil qui s'était donné tant de mal depuis tant de millions d'années pour aboutir à travers nous à la qualité d'un sourire qui était assez bien réussi. L'essentiel le plus souvent n'a point de poids. L'essentiel ici en apparence n'a été qu'un sourire. Un sourire est souvent l'essentiel. On est payé par un sourire, on est récompensé par un sourire, on est animé par un sourire. Et la qualité d'un sourire peut faire que l'on meure. Cependant, puisque cette qualité nous délivrait si bien de l'angoisse des temps présents, nous accordait la certitude, l'espoir, la paix, j'ai aujourd'hui besoin, pour tenter de m'exprimer mieux, de raconter aussi l'histoire d'un autre sourire. C'était au cours d'un reportage sur la guerre civile en Espagne. J'avais eu l'imprudence d'assister en fraude, vers 3 heures du matin, à un embarquement de matériel secret dans une gare de marchandises. L'agitation des équipes et une certaine obscurité semblaient favoriser mon indiscrétion, mais je parus suspect à des miliciens anarchistes. Ce fut très simple. Je ne soupçonnais encore rien de leur approche élastique et silencieuse, quand déjà ils se refermaient sur moi, doucement, comme les doigts d'une main. Le canon de leur carabine passa légèrement contre mon ventre, et le silence me parut solennel. Je levai enfin les bras. J'observai qu'ils fixaient, non mon visage, mais ma cravate. La mode d'un faubourg anarchiste déconseillait cet objet d'art. Ma chair se contracta. J'attendais la décharge, c'était l'époque des jugements expéditifs. Mais il n'y eut aucune décharge. Après quelques secondes d'un vide absolu, au cours desquelles les équipes au travail me semblèrent danser dans un autre univers, une sorte de ballet de rêve, mes anarchistes, d'un léger mouvement de tête, me firent signe de les précéder, et nous nous mîmes en marche, sans hâte, à travers les voies de triage. La capture s'était faite dans un silence parfait, et avec une extraordinaire économie de mouvement. Ainsi joue la faune sous-marine. Je m'enfonçai bientôt vers un sous-sol transformé en poste de garde. Mal éclairé par une mauvaise lampe à pétrole, d'autres miliciens somnolaient, leurs carabines entre les jambes. Ils échangèrent quelques mots d'une voix neutre avec les hommes de ma patrouille. L'un d'eux me fouilla. Je parle l'espagnol, mais ignore le catalan. Je compris cependant que l'on exigeait mes papiers. Je les avais oubliés à l'hôtel. Je répondis « hôtel, journaliste », sans connaître si mon langage transportait quelque chose. Les miliciens se passèrent de main en main mon appareil photographique comme une pièce à conviction. Quelques-uns de ceux qui bâillaient, affaissés sur leurs chaises bancales, se relevèrent avec une sorte d'ennui et s'adossèrent au mur. Car l'impression dominante était celle de l'ennui et du sommeil. Le pouvoir d'attention de ces hommes était usé, me semblait-il, jusqu'à la corde. J'eusse presque souhaité, comme un contact humain, une marque d'hostilité. Mais ils ne m'honoraient d'aucun signe de colère, ni même de réprobation. Je tentai à plusieurs reprises de protester en espagnol. Mes protestations tombèrent dans le vide. Ils me regardèrent sans réagir, comme ils eussent regardé un poisson chinois dans un aquarium. Ils attendaient. Qu'attendaient-ils? Le retour de l'un d'entre eux? L'aube? Je me disais. Ils attendent peut-être d'avoir faim. Je me disais encore, ils vont faire une bêtise, c'est absolument ridicule. Le sentiment que j'éprouvais, bien plus qu'un sentiment d'angoisse, était le dégoût de l'absurde. Je me disais, s'ils se dégèlent, s'ils veulent agir, ils tireront. Étais-je, oui ou non, véritablement en danger? Ignorait-il toujours que j'étais non un saboteur, non un espion, mais un journaliste? Que mes papiers d'identité se trouvaient à l'hôtel? Avait-il pris une décision? Laquelle? Je ne connaissais rien sur eux, sinon qu'ils fusillaient sans grand débat de conscience. Les avant-gardes révolutionnaires, de quelque parti qu'elles soient, font la chasse, non aux hommes. Elles ne pèsent pas l'homme dans sa substance, mais aux symptômes. La vérité adverse leur apparaît comme une maladie épidémique. Pour un symptôme douteux, on expédie le contagieux au lazaret d'isolement, le cimetière.
C'est pourquoi me semblait sinistre cet interrogatoire qui tombait sur moi par monosyllabes, vagues de temps à autre, et dont je ne comprenais rien. Une roulette aveugle jouait ma peau. C'est pourquoi aussi j'éprouvais l'étrange besoin, afin de peser d'une présence réelle, de leur crier sur moi quelque chose qui m'imposât dans ma destinée véritable. Mon âge, par exemple. Ça, c'est impressionnant, l'âge d'un homme. Ça résume toute sa vie. Elle s'est faite lentement la maturité qui est sienne. Elle s'est faite contre tant d'obstacles vaincus, contre tant de maladies graves guéries, contre tant de peines calmées, contre tant de désespoirs surmontés, contre tant de risques dont la plupart ont échappé à la conscience. Elle s'est faite à travers tant de désirs, tant d'espérances, tant de regrets, tant d'oublis, tant d'amour. Cela représente une belle cargaison d'expériences et de souvenirs, l'âge d'un homme. Malgré les pièges, les chaos, les ornières, on a tant bien que mal continué d'avancer, qu'un comme un bon tombereau. Et maintenant, grâce à une convergence obstinée de chances heureuses, on en est là. On a 37 ans. Et le bon tombereau, s'il plaît à Dieu, emportera plus loin encore sa cargaison de souvenirs. Je me disais donc, voilà où j'en suis, j'ai 37 ans. J'eusse aimé alourdir mes juges de cette confidence, mais ils ne m'interrogeaient plus. C'est alors qu'eut lieu le miracle. Oh, un miracle très discret. Je manquais de cigarettes. Comme l'un de mes geôliers fumait, je le priai d'un geste de m'en céder une et ébauchai un vague sourire. L'homme s'étira d'abord, passa lentement la main sur son front, leva les yeux dans la direction, non plus de ma cravate, mais de mon visage, et à ma grande stupéfaction, ébaucha, lui aussi, un sourire. Ce fut comme le lever du jour. Le miracle ne dénoua pas le drame, il l'effaça, tout simplement, comme la lumière, l'ombre. Aucun drame n'avait plus eu lieu. Ce miracle ne modifia rien qui fût visible. La mauvaise lampe à pétrole, une table au papier épars, les hommes adossés au mur, la couleur des objets, l'odeur, tout persista. Mais toute chose fut transformée dans sa substance même. Ce sourire me délivrait. C'était un signe aussi définitif, aussi évident dans ses conséquences prochaines, aussi irréversible que l'apparition du soleil. Il ouvrit une ère neuve. Rien n'avait changé, tout était changé. La table au papier épars devenait vivante. La lampe à pétrole devenait vivante. Les murs étaient vivants. L'ennui suinté par les objets morts de cette cave s'allégeait par enchantement. C'était comme si un sang invisible eût recommencé de circuler, renouant toutes choses dans un même corps et leur restituant une signification. Les hommes non plus n'avaient pas bougé, mais alors qu'ils m'apparaissaient une seconde plutôt comme plus éloignés de moi qu'une espèce antédiluvienne, voici qu'ils naissaient à une vie proche. J'éprouvais une extraordinaire sensation de présence. C'est bien ça, de présence. Et je sentais ma parenté. Le garçon qui m'avait souri et qui une seconde plus tôt n'était qu'une fonction, un outil, une sorte d'insecte monstrueux, voici qu'il se révélait un peu gauche, presque timide, d'une timidité merveilleuse. Non qu'il fût moins brutal qu'un autre, ce terroriste, mais l'avènement de l'homme en lui éclairait si bien sa part vulnérable. On prend de grands airs, nous les hommes, mais on connaît, dans le secret du cœur, l'hésitation, le doute, le chagrin. Rien encore n'avait été dit, cependant tout était résolu. Je posai la main en remerciement sur l'épaule du milicien quand il me tendit ma cigarette. Et comme cette glace une fois rompue, les autres miliciens, eux aussi, redevenaient hommes, j'entrai dans leur sourire à tous, comme dans un pays neuf et libre. J'entrai dans leur sourire comme autrefois dans le sourire de nos sauveteurs du Sahara. Les camarades nous ayant retrouvés après des journées de recherche, ayant atterri le moins loin possible, marchaient vers nous à grandes enjambées, en balançant bien visiblement à bout de bras les outres d'eau. Du sourire des sauveteurs, si j'étais naufragé, du sourire des naufragés, si j'étais sauveteur, je me souviens aussi comme d'une partie où je me sentais tellement heureux.
le plaisir véritable est plaisir de convive. Le sauvetage n'était que l'occasion de ce plaisir. L'eau n'a point le pouvoir d'enchanter si elle n'est d'abord cadeau de la bonne volonté des hommes. Les soins accordés aux malades, l'accueil offert aux proscrits, le pardon même, ne valent que grâce au sourire qui éclaire la fête. Nous nous rejoignons dans le sourire au-dessus des langages, des castes, des partis. Nous sommes les fidèles d'une même Église, telle est ses coutumes, moi et les miennes. Cette qualité de la joie n'est-elle pas le fruit le plus précieux de la civilisation qui est nôtre? Une tyrannie totalitaire pourrait nous satisfaire, elle aussi, dans nos besoins matériels. Mais nous ne sommes pas un bétail à l'engrais. La prospérité et le confort ne sauraient suffire à nous combler. Pour nous qui fûmes élevés dans le culte du respect de l'homme, pèsent lourd les simples rencontres qui se changent parfois en fêtes merveilleuses. Respect de l'homme, là est la pierre de touche. Quand le naziste respecte exclusivement qui lui ressemble, il ne respecte rien que soi-même. Il refuse les contradictions créatrices, ruine tout espoir d'ascension et fonde pour 1000 ans en place d'un homme le robot d'une termitière. L'ordre pour l'ordre châtre l'homme de son pouvoir essentiel qui est de transformer et le monde et soi-même. La vie crée l'ordre, mais l'ordre ne crée pas la vie. Il nous semble à nous, bien au contraire, que notre ascension n'est pas achevée, que la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier, et que les contradictions à surmonter sont le terreau même de notre croissance. Mais voici qu'aujourd'hui le respect de l'homme, condition de notre ascension, est en péril. Les craquements du monde moderne nous ont engagés dans les ténèbres. Les problèmes sont incohérents, les solutions contradictoires. La vérité d'hier est morte, celle de demain est encore à bâtir. Aucune synthèse valable n'est entrevue, et chacun d'entre nous ne détient qu'une parcelle de la vérité. Faute d'évidence qui les impose, les religions politiques font appel à la violence. Et voici qu'à nous diviser sur les méthodes, nous risquons de ne plus reconnaître que nous nous hâtons vers le même but. Le voyageur qui franchit sa montagne dans la direction d'une étoile, s'il se laisse trop absorber par ses problèmes d'escalade, risque d'oublier quelle étoile le guide. S'il n'agit plus que pour agir, il n'ira nulle part. La chaisière de cathédrale, à se préoccuper trop âprement de la location de ses chaises, risque d'oublier qu'elle sert un Dieu. Ainsi, à m'enfermer dans quelques passions partisanes, je risque d'oublier qu'une politique n'a de sens qu'à condition d'être au service d'une évidence spirituelle. Nous avons goûté, aux heures de miracle, une certaine qualité des relations humaines. Là est pour nous la vérité. Quelle que soit l'urgence de l'action, il nous est interdit d'oublier, faute de quoi cette action demeurera stérile, la vocation qui doit la commander. Nous voulons fonder le respect de l'homme. Pourquoi nous haïrions-nous à l'intérieur d'un même camp? Aucun d'entre nous ne détient le monopole de la pureté d'intention. Je puis combattre, au nom de ma route, telle route qu'un autre a choisie. Je puis critiquer les démarches de sa raison. Les démarches de la raison sont incertaines. Mais je dois respecter cet homme sur le plan de l'esprit, s'il peine vers la même étoile. Respect de l'homme, respect de l'homme. Si le respect de l'homme est fondé dans le cœur des hommes, les hommes finiront bien par fonder en retour le système social, politique ou économique qui consacrera ce respect. Une civilisation se fonde d'abord dans la substance, elle est d'abord dans l'homme, désir aveugle d'une certaine chaleur. L'homme ensuite, d'erreur en erreur, trouve le chemin qui conduit au feu. C'est sans doute pourquoi, mon ami, j'ai un tel besoin de ton amitié. J'ai soif d'un compagnon qui, au-dessus des litiges de la raison, respecte en moi le pèlerin de ce feu-là. J'ai besoin de goûter quelquefois par avance la chaleur promise et de me reposer, un peu au-delà de moi-même, en ce rendez-vous qui sera nôtre. Je suis si las des polémiques, des exclusives, des fanatismes. Je puis entrer chez toi sans m'habiller d'un uniforme, sans me soumettre à la récitation d'un Coran,
sans renoncer à quoi que ce soit de ma patrie intérieure. Auprès de toi, je n'ai pas à me disculper, je n'ai pas à plaider, je n'ai pas à prouver. Je trouve la paix, comme à tour nu. Tu honores en moi l'ambassadeur de croyances, de coutumes, d'amour particulières. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Tu m'interroges comme on l'en interroge le voyageur. Moi qui éprouve comme chacun le besoin d'être reconnu, je me sens pur en toi et vais à toi. J'ai besoin d'aller là où je suis pur. Ce ne sont point mes formules ni mes démarches qui t'ont jamais instruit sur qui je suis. C'est l'acceptation de qui je suis qui t'a fait, au besoin indulgent, à ces démarches comme à ces formules. Je te sais gré de me recevoir tel que me voici. Qu'ai-je à faire d'un ami qui me juge? Si j'accueille un ami à ma table, je le prie de s'asseoir, s'il boite et ne lui demande pas de danser. Mon ami, j'ai besoin de toi comme d'un sommet où l'on respire. J'ai besoin de m'accouder auprès de toi, une fois encore, sur les bords de la Saône, à la table d'une petite auberge de planches disjointes, et d'y inviter 2 mariniers, en compagnie desquels nous trinquerons dans la paix d'un sourire semblable au jour. Si je combats encore, je combattrai un peu pour toi. J'ai besoin de toi pour mieux croire en l'avènement de ce sourire. J'ai besoin de t'aider à vivre. Je te vois si faible, si menacée, traînant tes 50 ans, des heures durant, pour subsister un jour de plus, sur le trottoir de quelque épicerie pauvre, grelottant à l'abri précaire d'un manteau râpé. Toi si français, je te sens 2 fois en péril de mort, parce que français et parce que juif. Je sens tout le prix d'une communauté qui n'autorise plus les litiges. Nous sommes tous de France comme d'un arbre, et je servirai ta vérité comme tu eusses servi la mienne. Pour nous, Français du dehors, il s'agit dans cette guerre de débloquer la provision de semences gelées par la neige de la présence allemande. Il s'agit de vous secourir, vous de là-bas. Il s'agit de vous faire libre dans la terre où vous avez le droit fondamental de développer vos racines. Vous êtes 40 millions d'otages. C'est toujours dans les caves de l'oppression que se préparent les vérités nouvelles. 40 millions d'otages méditent là-bas leur vérité neuve. Nous nous soumettons par avance à cette vérité. Car c'est bien vous qui nous enseignerez. Ce n'est pas à nous d'apporter la flamme spirituelle à ceux qui la nourrissent déjà de leur propre substance comme d'une cire. Vous ne lirez peut-être guère nos livres. Vous n'écouterez peut-être pas nos discours. Nos idées, peut-être, les vomirez-vous. Nous ne fondons pas la France. Nous ne pouvons que la servir. Nous n'aurons droit, quoi que nous ayons fait, à aucune reconnaissance. Il n'est pas de commune mesure entre le combat libre et l'écrasement dans la nuit. Il n'est pas de commune mesure entre le métier de soldat et le métier d'otage. Vous êtes les saints.